les, on va dire les spectateurs, et je pense qu'au regard de ce qu'ils auront fait, au final, on va s'apercevoir de la supercherie. Arthur, ça a été flagrant, il s'est lancé dans le one-man show. Bon, je veux dire, un enfant de 2 ans est plus talentueux. Il y est allé avec son argent, avec cette notoriété télévisée, et bon, il s'est aperçu que c'était un autre travail, quoi. C'est autre chose. Il faut, euh, il faut avoir joué, je pense, dans des tout petits lieux, s'être battu au départ. Ça se fait pas comme ça. Bon, très rares sont ceux qui peuvent, comme ça, en un clin d'œil, faire rire les gens pendant 1 heure et demie. C'est un vrai travail, en fait. C'est Et moi, si je suis devenu une référence dans ce que je fais, c'est que je travaille à peu près 2 fois plus que les autres, quoi. Euh, Quand je me retourne et que je regarde mes collègues, les gens de mon âge qui ont commencé avec moi, bon, ils vont faire, allez, 50, 100 spectacles maximum par an. Bon, j'en fais quasiment 300. Donc, je joue 300 fois mon spectacle. Et il est évident qu'au bout de 300 fois, et heureusement, je le maîtrise un peu mieux, et voilà. Et puis, je trouve des choses, je peaufine, ce qui fait qu'au final, je pense que le rendu, voilà, est supérieur. Ce qui est logique. C'est ça. Alors, quand je dis, ouais, j'ai fait 13 spectacles, enfin 12 spectacles aujourd'hui, enfin avec enfin, des best-of, mais bon, on va pas les compter. Euh, 12 spectacles, je veux pas dire, je crois que je fais partie des humoristes, voilà, qui ont fait le plus de, enfin, qui a fait le plus de spectacles. Parce que voilà, le fait d'avoir un endroit aussi, ça vous pousse à vous renouveler plus que les autres. J'ai joué dans un bus aussi à un moment donné, lorsque l'on m'a interdit de jouer dans des grandes salles. Ça aussi, ça vous pousse à, lorsque vous jouez avec ça, simplement comme scène de théâtre, quoi. Parce que j'étais dans le fond du bus et bon, il y avait que ça qui était éclairé, donc on joue différemment, on apprend à être plus performant, à être plus efficace, quoi. Et bon, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont amené aujourd'hui. Alors quand je fais des salles, des grandes salles, je refais des grandes salles aujourd'hui depuis très peu de temps, depuis une semaine. Et je vais faire tous les zéniths de France là, et ça s'annonce effectivement bien rempli, sans promotion, sans rien. C'est uniquement le bouche-oreille, et ça c'est vraiment, pour un artiste, une forme d'indépendance extrêmement appréciable, parce que je me sens tenu par aucune chaîne de télévision. D'ailleurs, les journalistes qui veulent me voir, je leur dis, il n'y a pas de problème, c'est 35 €. 40 même. Pour eux, c'est 40. Je trouve que les artistes sont des gens formidables au départ, avec des sensibilités, mais que l'appareil du show business, l'entreprise, et les broie, les casse. Moi, quand je vois des artistes, l'éclat des artistes, je les ai tous à peu près croisés, tous ces humoristes, tous ces jeunes, au début avec un élan, je pense que c'est un peu la même chose en politique. Il y a des gens qui arrivent, ils sont réellement et sincèrement révoltés, et ils ont envie de changer le monde. Et les artistes, que ce soit dans le rap ou dans l'humour, ce que j'ai pu rencontrer, au départ, il y a vraiment cette volonté de changer les choses. Et puis, au fur et à mesure, le système est ainsi fait qu'il va vous attirer dans vos faiblesses, quoi. L'argent, le luxe, le confort, ce sont des tentations humaines, hein. Mais bon, moi, je suis passé par là. J'ai eu les mêmes tentations, et puis grâce à je ne sais quelle grâce et quelle divinité, j'ai pu traverser ce marécage, tout en restant appuyé sur des valeurs, quoi. Alors, dans le showbiz, bien sûr, mais c'est toujours le seul ambitionniste, si vous voulez, c'est Hollywood, quelque part. Mais c'est un petit Hollywood, parce qu'ici, on est vraiment à la campagne, en fait, à côté de l'industrie américaine. Mais c'est l'hollywoodisme, la branche armée culturelle, on va dire la branche culturelle, de l'armée américano-sioniste. C'est-à-dire, il suffit de regarder à qui se profitent les films américains pour comprendre qui les fait. Ce sont des films qui, là on l'a vu avec Argo, qui sont là pour dire, voilà, il y a des gentils et il y a des méchants. Euh, Lorsque le cinéma américain donne des prix au cinéma français, The Artist, avec un excellent comédien, Jean Dujardin, mais lui aussi il est englué dans ce marécage, eh bien c'est pour dire, voilà, c'est un film sur la nostalgie du film américain des années 40, 50, je sais pas.
c'est-à-dire qu'on voit bien à quoi sert Hollywood. Hollywood, c'est pas là pour nous dire, il y a eu la traite négrière, on a massacré tous les Indiens, non, non. Non, il y avait des gentils cow-boys, après ils ont changé, il y avait en fait des bons blancs qui comprenaient que les Indiens, c'était pas forcément des sauterelles. Mais voilà. Mais il n'y a jamais un film objectif qui explique que des charognards, des alcooliques et des sont arrivés aux États-Unis et ont massacré tout le monde. Parce que c'est ça l'histoire des États-Unis. Il suffit d'y aller pour voir que d'ailleurs ça n'a quasiment pas changé. C'est-à-dire c'est dans la culture, c'est l'histoire de ce pays qui n'a pas d'histoire, où tout le monde est complètement névrosé, où où ils sont surarmés et maintenant ils commencent à tirer sur les enfants dans les maternelles. C'est par hasard, c'est la construction de cette nation. J'en parle un peu dans mon spectacle. Il suffit de voir d'ailleurs les soldats américains en Afghanistan qui pissent sur des cadavres, qui se prennent en photo, après ils se tirent dessus. Après il y en a qui se tirent. Enfin bon, c'est vraiment un projet c'est un projet qui est habité par une diablerie, quoi, par une folie. Moi, c'est ce que je commente. Et je sais qu'il existait un cinéma français, un humour français qui est en train d'être pris en main, on va dire, par cet axe américano-sioniste, par cette armée culturelle qui est Hollywood, qui est la télé française, les productions françaises. Moi, je me suis aperçu, parce que j'ai voulu écrire un film sur la traite négrière. Ça a été peut-être le moment, vraiment pour moi, le moment de basculement, en fait. J'avais fait déjà quelques films, j'avais joué dans quelques grosses productions françaises, et puis je suis allé voir, j'avais un petit nom, et je savais écrire, donc je suis allé voir le CNC. Je suis allé leur dire, bon ben voilà, je sais qu'il existe une aide à l'écriture qui est donnée en fonction des sujets. C'était pas grand-chose, c'était genre 5000 euros. C'est beaucoup, mais pour écrire mais c'est pas énorme dans le budget d'un film. Et je me suis dit que sur ce sujet-là, étant donné que j'allais être le premier, bon, il y avait certainement. Et puis là, il y a eu une commission qui s'est prononcée sur ce sujet de la traite négrière transatlantique. Et on m'a dit non, ça n'est pas un sujet de film. Il vaut mieux faire un documentaire ou un film d'animation. Cette même commission qui, avec l'argent public, avait financé 250 films sur l'Holocauste et sur la souffrance des Juifs. Alors, en m'intéressant un peu au sujet, je me suis aperçu que Bernard-Henri Lévy avait été l'un des responsables de cet organisme, et puis que finalement, en fait, c'était un organisme extrêmement noyauté par la communauté juive. Quasiment tous étaient juifs et là, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant quand ça se passe. Et puis, je me suis aperçu que le lien entre la culture et l'éducation qu'on donne à nos enfants, il suffit de regarder les manuels scolaires de nos enfants. Ce Fernand Nathan, cet éditeur, tous ces éditeurs qui sont arrivés après la guerre, et qui racontent l'histoire, qui nous racontent l'histoire officielle. C'est la même qu'on raconte au cinéma, ce sont les mêmes personnes. Ce sont des films, ce sont des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce qu'on nous apprend à nos enfants sur l'histoire de France n'a rien à voir avec la réalité de l'histoire de France. C'est l'histoire de France vue par des sionistes, donc dans un intérêt bien précis. D'ailleurs, on a évidemment l'Holocauste et la souffrance juive qui va prendre quasiment la moitié du bouquin. Bon, alors que la France, c'est un pays qui avait pratiqué la traite négrière pendant 400 ans. Il me semble que quand même il pourrait y avoir plus de 2 lignes. Alors bon, face à ces incohérences, ils essayent de corriger, mais c'est toujours pareil, lorsqu'on aborde la traite négrière, c'est qu'il n'y a que des mensonges. On a la sensation parfois que ce sont les Noirs qui se sont vendus entre eux-mêmes. Ouais. Précise, hein, c'est du gingembre. Ouais. C'est pas du Ricard, c'est du gingembre. Moi, c'est pour ça que il faut bouger, il faut changer. Le système est très bien fait, hein, c'est-à-dire que le CNC, c'est l'organe qui démarre la projection, enfin la production d'un film. Si vous voulez, après votre film, il faut qu'il y ait un agrément du CNC. Donc lorsque je me suis déplacé, moi c'était vraiment la première démarche, quand je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc je peux faire juste une comédie. D'ailleurs, le seul film français sur la traite négrière sera une comédie finalement, réalisé par... lui, il aurait eu l'agrément. Alors pourquoi? Pour une comédie? Est-ce que le premier film sur l'Holocauste, ça aurait été une comédie? Soirée Zouk à Treblinka, pourquoi pas? C'est ce qu'ils ont fait sur la traite négrière, pourquoi?
Et moi, je vais être condamné pour Chaud Ananas, alors que ce film sera plébiscité, encouragé, alors que dedans, il y a des gens qui vous disent que le nègre est un singe, qu'il n'a pas les mêmes capacités. D'accord. Et le producteur et le bénéficiaire de cette production n'est pas camerounais. C'est pour ça qu'avec le temps, et lorsque l'on est... Moi, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je prends du temps pour comprendre. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce que j'ai... Donc ce ne sont pas des supputations. C'est-à-dire, le cinéma français est entre les mains du lobby sioniste, du CRIF et de la LICRA. C'est une réalité, c'est tout. Alors donc moi, je fais des films maintenant, mais en dehors de ce système. Grâce à Internet, il faut trouver. Il y a de plus en plus de jeunes sont en train de s'émanciper du show business, et c'est tant mieux parce que toute la société est malade. On est dans une crise économique. Les gens ont besoin de se retrouver, et l'artiste, c'est le premier révélateur. Il a cette obligation de s'émanciper, d'être libre et d'être autonome. S'il ne l'est pas, il va jouer le rôle de fusible. Et on les voit tous, malheureusement. Tous ceux qui ont du talent aujourd'hui se suicident plus ou moins dans ce système, parce que ils sont entourés de mauvais, et ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Et dès qu'ils prennent des positions, alors attention, hein, parce que la Ferrari, tu l'auras pas toute ta vie. Hein. Il faudrait qu'ils pètent une Ferrari, il faudrait qu'ils la brûlent, pour comprendre que c'est vraiment ça, c'est leur piège, c'est leur chaîne. Mais bon, ça prend du temps de le comprendre. Quand on a grandi et qu'on est entouré de gens en plus, parce que c'est ça la force du show business, il y a toutes les raclures qui arrivent là-dedans, qui vous tu deviens la reine d'Angleterre, qui est une belle d'ailleurs, si je peux me permettre de parler d'elle, enfin avec tout le respect que j'ai, aucun respect pour cette femme, mais j'ai le droit, hein, on a le droit en France de lui cracher la gueule. Moi je suis pas en Angleterre de toute façon. Ben, ça restera de toute façon un ami, parce qu'on a commencé ensemble. Bon, là, j'ai entendu, il parle maintenant, il commence à être obligé de dire n'importe quoi sur... il a des racines en Israël, je sais pas. Avant, quand je l'ai connu, il parlait pas de ça, quoi. Il parlait du Maroc, il parlait de l'Algérie. Maintenant, bon, voilà. On sent bien que, de toute façon, à un moment donné, dans l'évolution, lorsque l'on est... Je pense que la première population otage du sionisme, c'est la communauté juive. Ils sont pris en étau, c'est un bouclier humain autour de ce projet satanique. Et donc, je le vois peu à peu glisser. Maintenant, il restera, j'ai des moments en tête que je n'oublierai jamais, quoi. On a vraiment passé d'excellents moments ensemble. Bon, quand il m'a craché à la gueule, j'ai vraiment eu la sensation qu'il le faisait pour bosser, quoi. C'est l'heure, Elie Moon va entrer en piste. Mais sur le chemin de la scène, surprise, un visiteur se tient caché derrière les tentures. J'étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je suis copain de la sécu, pas de problème, on est... C'est bon, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de noir, d'arabe, tout ça, parce que je vous avais dit que je vous avais dit que je voulais pas en voir. Hein? Ah non. Vous êtes... je vous avais dit que je voulais... Oh merde! Le baiser du diable. Ah, putain! Ah bah je reconnais, ah oui, tu reconnais. Il y a pas longtemps. Ah, il va pas se passer la même chose, hein, je te le dis tout de suite. Un an plus tôt, presque jour pour jour, Dieudonné avait fait scandale en invitant un historien révisionniste sur la scène du Zénith. Non, j'ai pas dit ça. Que je suis là, si, j'ai une personne de couleur à un moment, tu sais, il y a des mecs qui lui balancent des caillasses. Ouais. Et parce que j'ai toute une équipe, une association qui aime pas les... Ça c'est pas mal. Ah merde. Non mais quand t'as un truc... Bon là il y a des caméras, oui, c'est en toute discrétion évidemment. Bien sûr. Là je sais que ça sera pas répété, mais si t'as besoin d'un petit truc oui, bah, bien sûr, pour créer du buzz sur internet, okay. Tu sais qu'il faut... D'accord, ok. Une entrevue exceptionnelle, les deux hommes ne se voient presque jamais. C'est à toi que je... Mais ces retrouvailles furtives vont une fois encore pousser Elie Moon à se justifier. Bon, allez. Vous y attendiez à ce qu'ils viennent? Non, je m'y attendais pas. Mais je sentais une présence maléfique.
Non, mais c'est sympathique, c'est la dernière, j'ai été voir son spectacle, il faut bien qu'il vienne voir le mien. Hein. Mais en allant voir Dieudonné au théâtre de la Main d'Or, il s'est retrouvé comme pris au piège de sa spontanéité. J'ai été le voir en spectacle et puis j'ai eu un élan comme ça, je suis monté sur scène et puis on a dit 3 conneries. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas réfléchi que c'était filmé par plein de mecs avec leur portable et que ça s'est retrouvé sur Internet. Ça n'a pas vraiment été apprécié par les gens de mon entourage qui sont parfois en procès avec lui, etc. quoi. De Patrick Bruel à Arthur, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Ça va pas, non? On est en procès avec lui, il nous insulte et toi tu montes sur scène avec lui ?» Ah, je fais « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi à ça. » Mais bon, c'est un élan comme ça que j'ai eu. Elie Semoun éprouve toujours de l'amitié pour cet autre frère, même s'il est loin de tout lui pardonner. Bon, s'il a que ça... D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça me gêne à chaque fois quand il est obligé de se justifier par rapport à moi. 13 ans après, il est encore obligé de dire je suis pas d'accord. Il passe à autre chose, hein. Je veux dire, un peu, je suis pas d'accord, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais bon, il est obligé à chaque fois, puis il se fait engueuler. Après, je suis devenu un sujet clivant. T'es pour ou t'es contre? Et bon, lui, il a essayé, mais bon, comme c'est pas non plus, Elie, c'est pas d'Artagnan, hein, c'est pas un mousquetaire, hein, donc si ça chauffe, bon, il y a de fortes chances qu'il retourne sa veste, mais en même temps, on peut pas demander à des gens d'être courageux. Il fait ce qu'il peut. Il n'avait pas le physique non plus pour encaisser des gros vents forts, des vents contraires. Hein. Donc, il a peur physiquement. C'est vrai qu'il avait peur. Je me souviens. C'est pas évident. Moi, je me suis fait agresser à 4 contre 1. Je leur ai fait face. Je leur ai fait face et on les a poursuivis, on les a arrêtés. Mais bon, faut avoir je sais pas, faut être un peu combatif. C'est pas une qualité. C'est comme ça.